Electronic Arts est une figure majeure du jeu vidéo. Fondée en 1982, la société comptait 13 000 employés en 2024, avec une quarantaine de studios, dont la moitié a été acquis au fil des années. Parmi les productions majeures éditées par le géant américain, on retrouve les poules aux œufs d'or avec les 40 opus de FIFA, la série de football démarrée en 93 et ses plus de 300 millions de copies écoulées, mais aussi la simulation de vie des Sims, démarrée en 2000 et s'étant écoulée à plus de 200 millions de copies. On retrouve également le sport de Madden NFL, la course automobile de Need for Speed, le FPS façon Battlefield et le Battle Royale d'Apex Legends, propulsant l'entreprise dans le top 10 des revenus mondiaux du jeu vidéo. Et pourtant, loin d'être un éditeur acclamé, EA est devenu synonyme de course au profit, d'absence de liberté créative pour les studios, voire d'absence d'intérêt pour le média en tant que tel. Les preuves seraient ainsi légion. Achats et fermetures de studios mythiques, comme Bullfrog Productions, vague de restructuration avec plusieurs centaines de postes supprimés depuis l'an dernier, monétisation à outrance avec des publicités en jeu et des pressions pour sortir des jeux-services, aboutissant par exemple au médiocre Anthem de BioWare. On considère aujourd'hui qu'EA achète des studios, épuise leur production par des sorties annuelles ou en finançant des softs orientés vers le live service, puis ferme le tout quand ce n'est plus profitable. Et l'histoire semble donner raison à cette théorie. EA sera-t-il donc le pire éditeur du monde du secteur ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Fondé en 1982 par Trip Hawkins, Electronic Arts commence comme éditeur avant de se mettre à fonder des studios internes de développement ou à racheter des studios à succès. Les deals passés dans les années 80 et 90 avec John Maiden et la FIFA aboutissent au développement de la marque EA Sports, promise à un grand avenir, avec le début des franchises annualisées. La stratégie repose également sur l'achat de studios talentueux, avec Maxis, Bullfrog Productions, ou encore Westwood Studios dans les années 90, ou encore DICE et BioWare dans les années 2000, chacun de ces studios apportant des séries mythiques pour le jeu vidéo, entre SimCity et Mass Effect, en passant par Battlefield. Pourtant, entre la crise économique de 2008, les plans sociaux et les premières fermetures ou fusions de studios, l'image d'Electronic Arts s'écorne durablement au début du XXIe siècle, pendant qu'il continue progressivement de se développer vers le marché mobile. Dans les années 2010, il développe déjà la publicité in-game, continue la monétisation via de nombreux contenus additionnels, jusqu'à l'affaire des loot boxes de Star Wars Battlefront 2 en 2018. Malgré tout, entre l'échec cuisant d'Anthem et le succès inopiné d'Apex Legends, c'est toute une stratégie centrée sur le jeu-service qui se fait jour, surfant sur les réussites du moment. Ces dernières années, dans la crise actuelle du jeu vidéo dont nous avons déjà parlé, EA continue de nombreuses restructurations, saigne des studios réputés, comme BioWare tombé récemment à moins de 100 personnes, et continue la valse des fermetures de studios, comme le très récent Cliffhanger Games en 2025. Mais malgré ces signaux, EA continue d'opérer avec un chiffre d'affaires annuel en hausse, avec plus de 7 milliards de dollars en 2024. Dans l'histoire même du studio, la course au profit règne, typique des grands studios et éditeurs d'aujourd'hui. Personne ne sera surpris d'entendre parler de jeux-services, de franchises annualisées sans idées créatives nouvelles, de contenus additionnels dans tous les sens, de restructuration et de fermeture de studios. EA ne fait pas différemment, même si l'éditeur n'est pas aidé par 3 choses majeures. La fermeture de studios réputés, et ce depuis plus de 20 ans, le management de ces mêmes studios, et l'affaire des loot boxes au milieu de leur stratégie globale de monétisation. Dans les 47 acquisitions de studios entre 1987 et 2021, 22 ont ainsi abouti à une fermeture et 13 à une restructuration interne. Dans ces acquisitions visiblement mal managées, on retrouve des studios réputés, ce qui provoque depuis l'ire des joueurs les plus chevronnés. Bullfrog Productions, qui a créé le God Game de Populous et renouvelé le jeu de gestion avec Theme Park et Dungeon Keeper. Westwood Studios, qui a révolutionné le STR avec Command & Conquer. DreamWorks Interactive, qui a créé le FPS grand spectacle avec sa série Medal of Honor. Visceral Games et ses jeux horrifiques façon Dead Space. On trouve également dans le management des studios d'étranges choix, même s'il est toujours difficile d'évaluer précisément la place ou non d'un éditeur dans les projets de ces studios, même si on peut la deviner. Maxis qui sort un SimCity en 2013, plombé de bugs, dans des cartes petites et avec la nécessité d'être en ligne en permanence. BioWare qui sort un jeu-service avec Anthem en 2019. Un pas de côté étonnant pour un spécialiste de l'action RPG solo. D'ailleurs, le studio, défiguré par ses restructurations et ayant perdu tous ses anciens, aboutit à des jeux dont l'écriture et le scénario semblent moins pertinents qu'auparavant.
trouve également dans cette liste DICE qui sort un Battlefield 2042 en 2021, sans mode solo et avec un mode en ligne bâclé, qui coupe court pendant quelques années au développement de la série. Ou encore Respawn Entertainment, qui produit des hits critiques avec Titanfall, Star Wars Jedi et Apex Legends, et qui est pourtant restructuré avec l'annulation récente de Titanfall 3. Quand on voit tout ça, on a une énorme sensation de gâchis créatif. D'autant qu'EA rajoute à cela l'affaire des loot boxes de Star Wars Battlefront 2. En rajoutant à l'époque un système aléatoire de loot, couplé à de la monnaie payante et de la monnaie in-game difficile à accumuler, alors qu'on est dans un jeu multijoueur où les avantages des joueurs peuvent déséquilibrer la partie, EA a sabré l'expérience en ligne et provoqué un tel tollé que des pays ont même légiféré sur le principe des loot boxes et leur lien avec les jeux d'argent. EA a donc depuis enlevé toutes les loot boxes du jeu, qui devient d'ailleurs aujourd'hui plus populaire que jamais. Cela ne les empêche pas évidemment de continuer les monnaies virtuelles et publicités in-game dans des jeux payants. Mais ces pratiques et cette sensation de gâchis, est-ce si différent de ce qu'on voit chez les grands éditeurs ? Malheureusement, non. Toute l'industrie AAA semble aujourd'hui câblée de la même façon. Malgré les réussites financières, les fermetures de studios sont courantes, comme la fermeture de Tango Gameworks par Microsoft, malgré ses bonnes performances critiques. Les pas de côté des studios aboutissent à des échecs, comme le Redfall d'Arkane Studios, ou encore Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady Studios, et on n'a jamais eu autant de skins, de coffres et de monnaies virtuelles dans tous les gros jeux. Les gros éditeurs veulent se tailler une part du gâteau des jeux-services, qui peuvent rapporter énormément si le jeu est une réussite, ou faire couler un studio entier. Je ne vous parle évidemment pas en sus des nombreux plans sociaux, véritable hémorragie créative pour les grands studios, et qui aura des conséquences sur la qualité future des productions. Entre 2023 et 2024, c'est 8000 personnes pour Embracer, 3000 pour Ubisoft, 2500 pour Microsoft et 2500 pour EA. Et très récemment, en juillet 2025, c'était la bagatelle de 9000 jobs supprimés à Microsoft. Je crains le pire avec l'usage de l'intelligence artificielle pour générer facilement du contenu bâclé. EA est un éditeur majeur du jeu vidéo et en tant que tel suit une trajectoire financière aussi stricte que celle des autres éditeurs majeurs du jeu vidéo, plus intéressés par la profitabilité du média et la satisfaction des actionnaires que par les réussites créatives, et qu'on retrouve ainsi dans des productions mobiles en série et des jeux-services avec moult contenus additionnels et monnaie virtuelle. C'est pourquoi les nouvelles propriétés intellectuelles et les prises de risques ne proviennent plus des grands éditeurs depuis plusieurs années, mais de petits studios AA, destinés à se faire racheter par les gros éditeurs s'ils veulent s'assurer une sécurité économique, avec le risque d'être managés par une logique de profit et de finir déstructurés quelques années plus tard. EA, comme les autres éditeurs, c'est l'industrie culturelle dans son sens le plus strict, une machinerie qui produit en série des titres. Pourtant, malgré toutes les critiques du monde, la trajectoire financière d'EA est toujours aussi profitable. Alors, si cela reste une réussite financière depuis près de 40 ans, pourquoi changer ?